Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on paye la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour à DMG, bonjour à la team DMG. C'est le jeune couturier. J'ai une histoire à vous raconter. Une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en 2015. Je suis parti au Tchad, dans un capital économique du Tchad. Ça allait passer mes vacances là-bas. Quand je voulais rentrer au Cameroun, la veille de mon voyage, j'ai pris mon petit et dit que bon, on part un peu au bar pour se dire au revoir en fait. Oui. On part là-bas pour se dire au revoir en fait. On est parti dans un bar que beaucoup de gens de là-bas connaissent bien. C'est un grand bar. Ça bouge, c'est samedi, ça a vraiment bougé. On était parti là-bas, on a consommé. On est à 1h comme ça, bon. Moi, je dis que je ne veux pas rentrer comme ça, je veux prendre une petite, quoi, pour rentrer à la maison avec elle et me faire plaisir, en fait, comme je dois voyager le lendemain. J'avais pris une fille. Mon petit a regardé la fille. Mon petit avait, je ne sais pas, il avait un nez qui voit les choses. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Il a regardé la fille, il m'a dit que la fille là n'est pas bien, que je ne prends pas la fille là. Il dit que non, elle est très belle. Je vois une belle fille comme ça, moi, je ne vais prendre comment. Mon petit a dit non. Il dit que non, je vais prendre. Il m'a dit ok, c'est mon problème, c'est qu'il m'a répondu. J'ai pris la fille là. On a emprunté la moto. On est arrivé à la maison vers 2h du matin. Pendant l'acte sexuel, quand la fille m'embrassait, elle fait en sorte qu'elle voulait me croquer la bouche pour que le sang sorte. Moi, au début, je croyais que c'est le plaisir qu'elle m'embrassait seulement. Mais je vois qu'elle était vraiment sérieuse en train de me croquer. Elle m'a croqué jusqu'à ce que le dent là est entré dans ma chair en fait. Ça que j'ai retiré ma bouche, mais c'est comment? Pourquoi tu me croques comme ça? Elle dit que non, c'est le plaisir. Elle dit que non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu vas me croquer jusqu'à ce que tu me blesses? Tu dis que c'est le plaisir comment? On a couché jusqu'à le matin. Je vous jure, DMG, ce que j'ai vu le matin, ce n'est pas la fille que j'ai draguée dans la nuit. Maman, elle avait les gros blessures sur les pieds, sur la main. Le gros, on dirait un morceau. C'est quelqu'un qui l'a. En fait, on dirait un morceau de serpent ou de crocodile qui a croqué même la fille, je ne sais pas. Gros blessure, laide, sale. C'est-à-dire que dès que je l'ai vu le matin, je me suis réveillé avec l'alcool là. J'ai su encore les pieds. Quand je me suis réveillé, je l'ai vu, elle était debout en train de me regarder. Je me réveille, j'ai vu la fille. Directement, je suis tombé sur les pieds. Gros blessure, la main, gros blessure. Elle commence à prendre ses habits pour cacher ça. Elle dit que mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me suis sursauté au lit. Pendant ce temps, mon père est assis dehors avec beaucoup de gens, mes frères, beaucoup de gens. Si j'ai pas un truc que je voulais chasser, le père serait au courant et ça va me créer des problèmes. Parce qu'il ne veut pas que j'amène la femme là-bas à la maison. Ça va me créer des problèmes.
J'ai dit que qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Elle donnait l'argent à ma petite sœur, elle a préparé. L'été, elle a préparé, comment elle a fait le déjeuner en fait, petit déjeuner. Elle a amené à la maison. Elle a toqué la porte. Je suis sorti directement. Comme d'habitude, elle vient seulement, elle entre dans ma chambre. Ce jour-là, je suis seulement sorti rapidement pour prendre ce qu'elle a amené. Elle dit qu'il y a quoi? Que tu as quoi à la maison que tu ne veux pas que j'entre? Elle dit que non, 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 n'entre pas. Elle seulement pris la nourriture qu'elle a amenée et déposée. Je ne sais pas comment faire pour évacuer la fille là. Je suis resté, réfléchi. J'ai appelé mon frère qu'on est sorti dans la nuit. Je l'ai appelé. Il est venu, il a regardé. Il a seulement sauté la tête, il est sorti dehors, il m'a dit que je t'ai bien dit que cette fille n'est pas bien, ne prends pas cette fille-ci. Je dis que ouais, je vais faire comment maintenant? On ne peut pas sortir comme ça pour que le père va les voir, ça devient un problème pour moi. Bon, cette solution, c'est que j'ai dit à la fille que tu sais quoi, je suis en train de sortir, je dois aller voir les amis. Je veux te fermer ici dedans. Voilà la nourriture, voici l'eau. Si tu veux uriner, voici le seau. Tu urines là-bas, je vais venir vers ça après. J'ai fermé la fille là-dedans. Je suis sorti. DMG, la nourriture que j'ai laissée, l'eau que j'ai laissée, la fille n'a pas goûté même quelque chose jusqu'à 17h30 quand je suis rentré. J'ai ouvert la porte, j'ai trouvé qu'elle n'a rien mangé, elle n'a rien, même pisser, elle n'a pas pissé. Elle dit que mais comment tu fais pour survivre, que tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'à 17h? Pourquoi? Tu n'as pas mangé, pourquoi? Elle me répond pas. Le soir, maintenant, l'argent, je donne à la fille que rentre alors chez toi. Elle a refusé l'argent. Elle a dit qu'elle peut sortir. Elle m'a posé la question qu'elle peut déjà sortir maintenant. J'ai regardé dehors, je vois personne. Je dis que oui, elle peut sortir. Elle est sortie. Elle est sortie. Je lui donne l'argent, elle a refusé. Elle est sortie, elle a marché, elle est partie. DMG, depuis ces jours-là, non. Moi, prendre la fille au bar, non, 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 non. Ce n'est plus mon genre maintenant. J'ai laissé carrément de prendre les filles au bar. Ces jours-là, si mon père voyait, on va seulement m'amener pour prier pour moi ou je sais pas. Et jusqu'à maintenant même, ma vie est bizarre, un genre en fait. Bon, c'est pas. Bref, je n'ai pas encore pris encore une fille au bar encore jusqu'à ces jours-ci. Le lendemain, j'ai pris mon bagage, j'ai voyagé, je suis rentré au Cameroun. Je suis comme ça à Douala tranquillement. Mais cette fille-là, je ne sais pas où c'est sorcier ou c'est un quoi ou ce que j'ai porté, non, c'est Dieu seul qui connaît. Comment je te laisse la nourriture, tu ne manges pas, tu ne bois pas l'eau que j'ai laissée de matin jusqu'à 17h30. Comment? Tu as fait comment pour survivre dans... Moi-même, dans ma tête, je pensais que je vais revenir ouvrir la porte et elle va disparaître. C'était que dans ma tête. J'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée. Elle est sortie. Je donne l'argent, elle a refusé. Elle est partie. Je ne sais pas ce qu'elle a pris sur moi, elle est partie, je ne sais pas. Si j'ai laissé qu'elle m'a croqué dans la bouche là et que le sang sort, qu'elle a sucé mon sang, peut-être que à l'aise, je suis peut-être mort. Donc vraiment, ce que j'ai raconté, j'ai trouvé au bar là, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Donc vraiment, le monde c'est là, ce n'est pas un monde qu'on pensait, c'est très 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 méchant. Tu vas voir quelqu'un dans la vie, il brille, mais tu amènes à la maison, tu amènes autre chose. Je sais pas. Vraiment, le Dieu DMG, partagez, likez. À la prochaine pour une nouvelle histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'un jeune homme africain au nom de John. John dit que cette histoire, ça s'était passé dans son quartier. Un jour, il est en train de revenir vers son quartier. Il voit un attroupement à l'une de leurs entrées. Rapidement, il arrête le kéké parce qu'il avait reconnu quelques têtes qui étaient dans cet attroupement-là. C'est ses amis d'enfance, dont les amis du quartier. Il approche et il voit Peter. On était en train de soutenir Peter. Peter pleura en sanglots. John alors vient rapidement parce qu'il se disait que qu'est-ce qui s'est passé, non? Comment il pleure? Il y a eu un malheur. Et quand il vient alors, il voit couché au pied de Peter, il voit Brian. Brian était aussi en train de pleurer. Il demande, qu'est-ce qui c'est encore quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, non?
Il vient aussi là, il essaie de soulever Brian. Brian est plutôt en train de demander, ouais, please forgive me, forgive us, please, my brother, forgive us. Le gars s'est demandé pardon par rapport à quoi? Il dit, ouais, lève-toi, non. Brian dit que non, s'il te plaît, je ne vais pas me lever tant que Peter ne m'a pas pardonné. John lui regarde, il se demande, mais c'est quoi entre les deux? C'est parce qu'il sait quand même que ça fait plus d'1 an que les deux là ne se parlent plus. Quelque chose les a froissés, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que Brian est à genoux devant Peter. Finalement, les gars, les amis réussissent à les calmer, on les soulève. C'est Peter qui dit que oui, il n'y a pas de problème, lève-toi, je t'ai pardonné. On les soulève, alors il y avait un bar à côté, ils vont s'asseoir là-bas. Maintenant, c'est John qui raconte alors en fait le problème qui était supposé être survenu. Ça fait une année de cela. En fait, ça fait une année de cela. Depuis qu'il est petit, le petit frère de Brian est un maladif, dans le style d'enfant que avant que la saison froide ne commence, même l'enfant est déjà en train de te passer les palus, la malaria, toutes sortes de maladies. Vous comprenez? Donc, le temps change, l'enfant tombe malade. Il passe quelque part, il y a un moustique qui tombe malade. Si il entend dire qu'il y a le choléra dans tel pays africain, l'enfant te fait ça ici. C'était ce genre d'enfant-là. Et en plus de ça, ce qui était pire dans son cas, c'était qu'il convulsait à tout bout de champ. Donc, petite maladie, il convulse. Petit truc, l'enfant est en train de courir là maintenant, il avale 2 boules de héros, il va se coucher, il convulse, il est malade, la température a augmenté. Donc, ce genre d'enfant-là. Alors, les gens du quartier étaient déjà habitués du style, parfois, les mamans même qui rentrent au village, oh, voici telle herbe, il faut piler, il faut donner à ton petit frère, oh, voici telle herbe, ils allaient même chez la maman, ouais, il est encore malade. Au village, nous, on utilise souvent les feuilles d'eucalyptus. Par exemple, en saison sèche, là, il va tousser ses poumons. Oh, il faut lui donner les feuilles d'eucalyptus. Donc, c'était un peu comme ça. Les gens savaient qu'il était tout le temps malade. Un jour, alors, Peter est à la maison, c'est une de ses cousines qui vient aussi, elle est en train de taper les commentaires. Elle lui parle alors d'un monsieur qui vivait dans autre quartier, que non, le monsieur là, il est vraiment très fort, c'est un tradit praticien, et c'est un tradit praticien du Nord, et il utilise les herbes, les trucs, les machins et tout ça. Va un peu, allez un peu le voir, non? Voilà alors maintenant que Peter part chez Brian et en parle, non, que gars, oh, j'ai entendu parler d'un tradit praticien là. Donc, si tu es d'accord, pardon, il faut un peu aller voir. Parce que on en a parlé là. Il y a mes cousines qui est venue nous dire là, il paraît que c'est telle personne. Donc, si vraiment tu peux, va un peu voir de ce côté-là. C'est comme ça qu'ils sont partis. Un jour, alors, Peter repasse alors par la maison de Brian pour avoir des nouvelles, non? Est-ce que vous êtes allé voir le monsieur là? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il arrive, il se rend compte que c'est un peu comme si la maman de Brian n'avait pas été trop convaincue. Donc, elle n'est pas trop chaude. Vous voyez, elle n'est pas trop chaude. Elle est un peu du style que, ah bon, on est allé, bon, les médicaments marchent, ça marche. Effectivement, quand elle était entrée dans la barrière, dans le portail, il avait vu que le petit frère était bien joyeux, il jouait bien et tout ça. Mais la famille, une paire de semaines après, les pleurs commencent dans la concession. Le quartier court parce que vous vous rendez compte quand il y a un enfant malade comme ça tout le temps, c'est un peu comme une épée de Damoclès sur la tête des parents. Tu te demandes toujours j'espère que l'enfant va se réveiller le lendemain. Le quartier accourt, on apprend la mort du petit frère. C'est comment ça? L'enfant qui était déjà content, il jouait partout, il était heureux et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il est mort et tout ça. Quelques jours, non, après l'enterrement, les gars rentrent du village. Peter se rend compte que son ami ne passe pas chez lui. Quand il part même là-bas, on l'accueille d'une certaine façon, alors qu'ils ont grandi depuis qu'ils sont petits, chochoro là. Ils ont grandi ensemble. C'est alors plus tard que le gars commence à entendre les gens du quartier murmurer que non, en fait, Brian est en train de raconter que c'est Peter qui l'a envoyé, qui lui a parlé du tradit praticien là. Si on n'amenait pas son frère là-bas, il n'allait pas mourir. C'est sûr que le tradit praticien a vu l'étoile du petit frère, a pris, et les trucs comme ça, ces genres de sale gossip, comment ça s'appelle encore, Congo, ça ont commencé à courir sur le nom de Peter. Que non, ce sont les Peter qui ont parlé du tradit praticien chez qui on avait envoyé le petit enfant. Qui sait, il est allé, on a pris son étoile, on l'a tué, tout ça. Mon Dieu! Et petit à petit, c'est passé de il paraît que, on est sûr. Donc, finalement, la nouvelle est venue que non, ils ont vérifié au village, on a dit que c'est le tradit praticien. Si Peter ne leur avait pas conseillé tradit praticien là, ils n'auraient pas amené leur frère là-bas, leur petit frère là-bas et ils ne seraient pas morts. Donc voilà où est venue l'animosité entre Peter et Brian. Et voilà aujourd'hui maintenant que Brian vient, il est en train de demander pardon à Peter.
Maintenant, Brian alors raconte maintenant au bar que, en fait, ça fait 2 jours de cela qu'ils ont reçu une bombe du village. Qu'est-ce qui se passe, la famille? Un pater au village vers les 5 heures du matin, là, quand l'homme se lève, il commence un peu à causer un peu avec madame en privé. Ils entendent sur le toit, boum! Et c'est comme si quelque chose a roulé et est tombé quelque part derrière la maison. Le gars saute, il prend le pagne, il prend son sandja, il l'attache, il court, il va dehors. Il va derrière, il voit une belle femme blanche qui est en train de se lever. Elle est en train de regarder à côté, un peu comme si elle est perdue. Exactement comme si elle est tombée du ciel. Parce qu'elle était vraiment tombée du ciel. Le gars regarde. Et même sa femme aussi est en train de venir là, elle arrive, elle regarde. Il regarde. Leur concession est fermée. Les gens, les autres enfants les grands enfants qui avaient leur petit truc à côté là, tout le monde, les gens sont parce qu'ils ont entendu le bruit. Ils sortent là. Mais c'est quoi? La femme, c'est sort d'où? Elle vient d'où? Et une femme blanche. Et une belle jeune femme blanche. Elle vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il commence à la crier. Oh, sorcellerie, sorcellerie, on a come on see witch. On a come on see witchcraft, on a come. Donc venez voir la sorcellerie. Venez voir une sorcière ici, oh. Venez voir la sorcellerie, oh. C'est comme ça que les gens sortent. Alors, pendant que les gens sont en train de venir, les gars disent que devant eux, la femme était en train de changer. Le temps que les gens arrivent, les premières personnes arrivent, ils regardent. Maintenant, ils disent qu'en fait, ils viennent, ils voient, c'était une belle femme, une jeune femme blanche, mais elle était en train de changer parce que les premiers étaient en train de dire que, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est en train de changer. Elle était en train de vieillir un peu. Et puis, ceux qui arrivent, donc, imaginez un peu, la première vague dit que non, on a vu une femme blanche. La deuxième vague vient dire que, hey, non, elle était plutôt métisse. La troisième vague dit que, attends, elle n'était pas plutôt brune là et tout ça, et elle était en train de vieillir. Finalement, quand les gens du village sont venus là, ils ont vu la femme s'être transformée en une vieille femme noire. C'était la tante de Brian. Les gens regardent, c'est telle femme. On appelle dans sa concession. Les gens de sa concession viennent, mais c'est comme s'ils ne te paraissaient pas trop étonnés. De ce que les gens ont remarqué, c'est qu'elle ne paraissait pas trop étonnée. Ils sont seulement là. Ah non, il faut qu'on l'amène. Comment ça vous l'amenez? La femme, si elle était blanche tout à l'heure, vous dites que vous l'amenez où? Il faut qu'elle nous dise ce qui se passe. D'autres sont alors sortis là-bas avec des trucs, des herbes. Je ne sais pas trop ce que c'était. Peut-être c'était des feuilles de macabo. On a entendu parler de ça ici, mais on vient, on commence à taper. On la tape, elle pleure, elle crie comme si on était en train de la tuer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, c'est quoi? Et c'est comme ça que la femme commence à confesser. Oh, elle revenait comme ça d'un joker où ils ont mangé telle personne. Oh, c'est elle qui a tué telle personne. C'est elle qui a causé les problèmes à telle. C'est elle qui a mangé le ventre de telle. Elle est dans une association. Elle commence à citer le nom de ses partenaires qui entrent dans les avions de nuit. Elle raconte. Et elle a cité, parmi les gens qu'elle avait tués, elle a cité le nom du petit frère de Brian. C'est comme ça que quelqu'un prend le téléphone, appelle alors pour dire que hey, venez vous-même avec vos propres yeux au village. C'est grave. C'est comme ça que la maman de Brian, le même jour, elle a sauté, elle est allée avec son mari au village et ils ont alors suivi toute l'affaire. En fait, c'est après alors, pendant que Brian raconte il demande pardon à Peter. Pourquoi? Parce que quand Peter était arrivé à la maison pour savoir ce que le tradit praticien avait dit par rapport à la maladie du petit frère de Brian, le tradit praticien avait dit à la maman là que oui, je peux soigner ton enfant. Mais le problème, c'est qu'il y a une sangsue qui est accrochée à lui. Et la sangsue là appartient à votre côté de la famille. Il faut d'abord régler l'affaire là. Parce que je vais le soigner, je vais soigner son corps. Mais il faut absolument que dans le côté mystique, on retire la sangsue là d'abord pour que l'enfant se rétablisse. Parce qu'elle est en train de... C'est elle qui pompe son énergie. Et elle pompe tellement son énergie que l'enfant, c'est pour cette raison que l'enfant tout le temps est malade. Tout ce qui est comme maladie, il tombe. Un enfant à l'autre bout du quartier, là, la varicelle, l'enfant, le rose, c'est la varicelle. Donc, il faut régler ça. C'est la raison pour laquelle, quand Peter était venu demander au Brian à la maison qu'est-ce que le tradit praticien a dit, la maman n'était pas trop chaude pour révéler ça. Qu'est-ce que la maman de Brian avait fait? Elle avait plutôt appelé sa tante au village, dont la sorcière qu'on vient d'attraper là, appelé pour dire que pardon maman, va un peu regarder telle chose par rapport à l'enfant. On allait quelque part, on nous a dit telle chose. Maintenant, la maman de Brian ne sait pas qu'elle est en train de demander à son bourreau de l'aider. Le bourreau, alors, la vieille sorcière tante là, elle alors, ne voulant pas être attrapée, elle décide alors de rapidement tuer l'enfant
pour couvrir les traces. Et elle dit alors à la maman de Brian que non, au village, elle allait consulter, on lui a dit que c'est le praticien qui a tué l'enfant. Donc, c'est de là qu'est venu leur problème. Donc, voilà alors maintenant Brian à genoux devant Peter en train de demander pardon. Donc, la famille, oh, comme on dit souvent, le monde est formidable, vivons seulement. Arrêtons d'aller, quand nous avons souvent des problèmes, que tu ailles chez un pasteur, un prêtre, un praticien, un imam, parfois, hein, il faut aller seul. Et il faut aller chez plusieurs, parce que même en eux, il ne faut pas avoir complètement confiance. Il faut aller souvent seul. Parfois, tu es comme ça en train d'aller avec ton bourreau, celui qui est en train de te causer tous les malheurs. Et arrivé là-bas, lui, il entend tous les secrets qu'on te dit, il voit même la personne et il sait comment bloquer tout ce qu'on t'a donné. Donc, parfois, il faut aller seul. Même chez les médecins, parfois, tu pars seul. D'accord, la famille? Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMG, salut l'équipe technique cachée derrière qu'on ne voit pas. Je vous salue et salut à toute la communauté DMG et tous ceux qui racontent les histoires. Vraiment bravo à vous. Et puis vraiment beaucoup de courage. Et ceux aussi qui ne racontent pas les histoires mais qui nous insultent dans les commentaires, merci à vous parce que grâce à vous, j'arrive à m'améliorer de jour en jour. Bon, mais c'est pas tout le monde qui voit les choses comme moi. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'insulter. Moi, je pense que vous pouvez simplement dire les choses avec politesse, tout et tout. Parce que c'est pas facile de raconter son histoire déjà. C'est très difficile. Moi, en ce moment, il est 3 heures ici. DM, je peux témoigner des heures à laquelle je l'envoie les histoires. À 3 heures du matin parce que je veux pas de bruit à côté. Même la télé est sur silence, le ventilateur est éteint. Tout est éteint ici. Tout est éteint pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Et mes histoires sont souvent longues parce que souvent, dans les histoires, il y a des détails qu'on ne peut pas sauter pour que l'histoire soit bien. Donc vraiment, moi, plus vous me critiquez et même quand vous m'insultez, ça m'aide à m'améliorer parce que je ne suis pas, c'est pas à cause des critiques que je suis là. Moi, je suis là pour que le mouvement avance, pour que les gens puissent écouter ces histoires-là. Ça sauve des vies, je vous dis. Donc, s'il vous plaît, même si vous devez dire à une personne de changer quelques manières de faire dans sa manière de raconter les histoires, mais vous pouvez dire avec politesse. Comme j'ai lu les histoires, moi, je suis abonnée à toutes les chaînes de DMG. J'écoute tout ce que DMG met en ligne. Donc, du coup, je viens de lire une histoire même où il y a quelqu'un qui a insulté une femme pour dire qu'elle était impolie parce que le ventilateur tournait, qu'elle faisait un peu trop de bruit, mais elle était impolie. Mais la dame, elle a raconté, elle, au moins, elle a eu le courage de raconter son histoire. L'histoire qu'elle a racontée, ça touche des personnes, ça touche des âmes. Donc, du coup, là, vous n'êtes pas obligé de dire à cette personne-là qu'elle est impolie, mais il y a des manières aussi de parler à cette personne-là. Mais bref, moi, en tout cas, moi, je vous adore. Hein. Continuez, moi, ça ne peut que me faire m'améliorer plutôt. Donc, voilà. Donc, voilà mon histoire de ce soir. Je peux dire ce matin, déjà, il est 3 heures. C'est ma rencontre avec le Christ. Comment je suis devenue chrétienne. Et je ne sais pas, chacun pourra donner le titre qu'il veut à cette histoire-là. Donc, du coup, ma rencontre, c'est à un moment très difficile que je traversais un moment très, très, très difficile. Donc, du coup, déjà, moi, je me suis mariée jeune quand j'avais 19 ans. J'avais prié pour que mon premier homme soit mon mari et c'est ce qui a été fait. Donc, j'étais contente, je me disais que c'était la grâce de Dieu, tout et tout. Et on va vivre 8 années, 8 ans de bonheur. Les 8 années ont été, franchement, ce monsieur a été bien avec moi, tout se passait bien. Et moi, je lui rendais, en tout cas, franchement, tout se passait super, super bien. Mais les 2 autres années, parce qu'on a vécu 10 ans ensemble, les 2 dernières années ont été très difficiles. Brusquement, tout d'un coup, rien n'allait entre nous. Et de jour en jour, les choses se dégradaient. Les choses se dégradaient de jour en jour. Moi, je ne comprenais rien. Moi, mais arrivé un moment, je disais que c'était mystique, que c'était des sorciers. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Souvent, la sorcellerie n'a rien à voir dedans. Ne vous entêtez pas à rester dans des relations qui ne vont... Au fait, souvent, là, on n'a pas les mêmes destinées.
On n'a pas les mêmes destinées. Donc, du coup, c'est compliqué qu'on reste ensemble. Arrive à un moment, Dieu va nous séparer parce que toi, tu dois continuer ton chemin et la personne doit continuer son chemin. Donc, ne pensons pas que nos ex, ils sont des sorciers. Souvent, là, quand ils te laissent même là, c'est là même que ton bonheur arrive. Donc, disons-les merci. Donc, voilà un peu mon histoire. Et ça, à ces moments difficiles-là, je vous jure que même souvent, je pensais au suicide. Parce que je me disais que si ça finit avec ce monsieur, qu'est-ce que j'allais devenir? Malgré que j'avais mon travail et tout, parce que j'étais vraiment entièrement consacrée à mon foyer. Voilà. Les 2 dernières années, il n'y avait même plus d'intimité entre nous et les choses étaient devenues très, très compliquées, je m'excuse. Il n'y avait pas ce genre de trucs entre nous encore, mais on dormait toujours sur le même lit. Et à un moment, même souvent, je restais juste à la maison, je ne partais pas au travail pour pleurer toute la journée parce que je voyais la séparation de loin. Mais je m'entêtais, je me disais que c'était un moment de crise, comme ça se passe dans tous les foyers, que ça allait passer. Donc, un soir, je me couche, je fais un songe, et dans ce songe-là, c'est comme j'avais envie d'uriner, et je vais dans la salle des bains. Quand je vais dans la salle des bains, dès que je m'assois sur la cuvette du WC, automatiquement, une grande lumière qui jaillit, pim, devant moi. Et cette lumière qui jaillit là, je vois une lumière très très éclatante, tellement c'était éclatant, même je n'arrivais pas à voir le mur même de la salle des bains. La lumière était très intense, mais chose bizarre, ça me faisait pas mal aux yeux. Et je voyais une dame, tellement la lumière était intense et son visage, je voyais, et elle me faisait signe de ses 2 mains comme ça, quoi, ensemble. Et je ne sais pas comment on appelle ça, signe de paix, où on colle les 2 paumes là, comme ça, devant elle. Et quand elle me parlait, elle n'ouvrait pas la bouche, mais elle me parlait et je l'entendais comme ça. Et elle me disait que la paix soit avec toi. J'ai entendu tes pleurs, pardon. J'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes lamentations. J'ai toujours été avec toi. C'était pour te dire de ne pas t'inquiéter, que je suis avec toi, rien ne t'arrivera. Je serai toujours là pour toi. Ne pleure plus, car je suis avec toi. Et quand elle parlait, au fait, je me suis inclinée automatiquement et j'ai fait le même signe de main qu'elle avait fait, signe de paix. Il y avait tellement d'amour. La lumière ne me faisait pas mal aux yeux. Comme j'ai dit, la personne n'ouvrait pas sa bouche, mais j'entendais ce que cette personne disait. Et c'est dans ça, vu que moi, je fais beaucoup les songes et que souvent, je ne connais pas les significations. Donc, j'avais une tante que j'expliquais souvent, elle aussi, elle trouvait les significations. Moi, j'étais musulmane, donc souvent aussi, elle partait voir les imams pour qu'on interprète les songes que je faisais. Et donc, quand j'arrive ce jour-là, je l'explique au travail, je vais la voir. Elle aussi, elle avait son salon juste à côté de pour moi, juste en face de moi-même. On était au marché. Donc, je lui dis, Tata, voici le songe que j'ai fait, mais je ne comprends pas. Quand je lui dis ça, elle dit, Seigneur, que c'est la Vierge Marie que tu as vue. J'ai dit, quoi? Mais je suis musulmane. La Vierge Marie, je ne la prie pas. Elle vient chercher quoi dans mes songes? Elle dit, ma fille, moi je prie, je suis musulmane pratiquante. Cette femme-là, l'heure de prière ne la dépassait pas. Elle dit, mais je fais à la grotte prier la Vierge Marie. Je lui dis, elle me dit, après toi, le vendredi, après la prière de vendredi, je dois aller à la grotte. Donc, achète une bouquet de fleurs avec des bougies, on ira au pied de la Vierge. C'est elle qui t'a parlé. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais c'est elle. En fait, je n'aimais pas trop expliquer les réalités qui se passaient dans mon couple, donc je faisais semblant comme si tout se passait bien. Personne ne savait autour de moi. À part ma petite soeur, parmi mes soeurs, j'ai une petite soeur qui est ma confidence. À elle, j'expliquais beaucoup de choses. Donc, du coup, quand elle me dit ça, je m'apprête le vendredi, j'achète une bouquet de fleurs avec les bougies. On va à la grotte et je vois comment cette femme musulmane se mettait en genoux, se prosternait plutôt devant la statue de la Vierge Marie. Moi, je la regardais, bon, j'étais étonnée, mais bon, je n'en savais pas grand-chose. Dans tous les gestes qu'elle faisait, je faisais la même chose. Et quand on quitte là-bas, après, il y a des sons qui vont suivre. Je ne vais pas expliquer pour que l'histoire soit longue, jusqu'au point où je vais rencontrer des prêtres pour qu'on puisse me guider et puis faire des trucs. C'est là où je vais savoir que les songes que je faisais, c'était sur la Vierge Marie. Et vu la situation que je traversais, donc elle venait à chaque fois pour me réconforter.
Donc voilà, quand je vais savoir ça, les songes vont continuer de jour en jour. C'est peut-être encore très intense jusqu'au point où je vais commencer à chercher, faire des recherches sur les réseaux sociaux pour savoir et je vais voir que c'est pas moi seul qui vivais ce genre d'expérience. Il y a des gens qui avaient déjà vécu ça. Et c'est dans ça que je vais tomber sur les vidéos d'un homme de Dieu qui est à Divo. L'homme de Dieu dont la maman la parle. Et je vais tomber sur les vidéos de ce monsieur qui partageait tout ce qui s'est passé, les trucs de sorcellerie ou les sorciers. La manière dont elle explique les histoires là, c'est comme ça là-bas, hein. Voilà, c'est comme ça là-bas. Donc, à chaque fois quand elle explique, c'est comme si je revivais ces histoires-là. Et donc, du coup, quand je vais tomber sur les vidéos, je vais devenir accro à ces vidéos. Tu vas même me pousser, moi, une fille musulmane, à partir m'acheter une Bible. Je me cachais, vu que mon mari était musulman. Donc, du coup, je ne pouvais pas lire de Bible. Je me cachais même pour lire. Donc, chaque soir, quand je partais me doucher, je cachais ma Bible dans la serviette, que je partais lire la Bible, je priais, je me douchais. Quand je venais, j'avais mon tiroir avec la clé où je bouclais, je mettais la Bible dedans. Du coup, personne ne savait. Donc, DMG, du coup, chaque soir, avant d'aller me coucher, je rentrais dans la salle des bains, je me prosternais et je priais, je lisais ma Bible, je faisais tout avant de m'endormir. Donc, du coup, arrivé à un moment, un jour, tellement j'étais accro aux vidéos de l'homme de Dieu, je vais l'écrire. Et quand je vais l'écrire, il va me répondre un mois après. Quand il me répond, il me dit, ah ma fille, il y a une prière à Divo ici. Il y a une prière et il y a une veillée dans un petit village de Divo. Là-bas, on appelle Zaroko. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais c'est Zaroko. Donc, du coup, il dit, il y aura une veillée de prière là-bas. Donc, du coup, j'aimerais que tu viennes, même si tu viens, que tu ne me vois pas, prie. Parce que le Seigneur a une alliance, je sais pas, c'est comme ça, on dit une alliance avec toi. Donc, du coup, quand je te vois, franchement, je vois que tu es dans une vie qui ne t'appartient pas en ce moment, mais viens, le Seigneur a beaucoup de surprises pour toi. Bon, ça va m'encourager vu tous les songes et autres que je faisais, je ne comprenais pas. Donc, du coup, je vais m'apprêter. euh, donc, du coup, c'était la semaine qui allait suivre là, c'est là que j'allais partir à Divo. La veille était un vendredi, mais déjà depuis le jeudi soir, je devais être à Divo. Donc, je m'apprête, mais plus le jeudi arrivait, plus j'avais des doutes. Je me disais que est-ce que cet homme de Dieu est vraiment un vrai homme de Dieu? Parce que je ne sais pas, souvent il y a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils ont Dieu dans leur vie? Parce que moi, s'il y a des gens que j'ai jamais aimés, c'est des marabouts. Je n'ai pas dit que je les aime pas, mais les pratiques le font. Que Dieu me pardonne. Mais je ne crois pas au fait en ce qu'ils disent. Donc je me disais, est-ce que c'est pas ces gens de personnes même souvent qui se déguisent en homme de Dieu? Donc j'avais commencé à banaliser un peu mon départ sur Divo. Et arrivé un moment, le mercredi soir, avant d'aller dormir, vu que le jeudi, je devais partir en voyage, je vais me mettre en genoux dans la salle des bains. Je prie et dans ma prière, je dis, Seigneur Jésus, moi je suis musulmane, je ne te connais pas. Mais dernièrement, je pense beaucoup à toi, je te prie chaque jour avant même de dormir. Moi, je dois aller rencontrer un monsieur à Divo qui dit qu'il vient de toi, qu'il prie, il prêche ta parole. En tout cas, je suis accro à ses vidéos et tout. Donc, du coup, ce monsieur-là, je ne sais même pas si c'est un charlatan. Donc, du coup, fais-moi signe. Si tu penses que ce monsieur n'est pas un vrai homme de Dieu, fais-moi, montre-moi un petit signe. Moi, j'ai foi en toi. Je sais que tu as existé. Je sais que tu existes aussi. Je sais que tu es un Dieu vivant. Mais je suis musulmane. Et fais-moi signe pour que je puisse croire, pour que je puisse partir voir cet homme de Dieu, parce que j'ai besoin de beaucoup de réponses que cet homme, ce monsieur détient. Donc, du coup, il faut que je parte de voir. Et DMG, j'ai fini de faire ma prière, encore je vais me coucher. Et chose extraordinaire qui va se passer quand je me couche, automatiquement, je vois, c'est comme il y avait tout bousculé, comme il y avait une tempête, tout bousculé. Je vous dis que tout bougeait. Tout bougeait dans le ciel. Les nuages se mélangeaient. Et puis, je voyais des arbres, des palmiers. En tout cas, je voyais toutes sortes d'arbres qui bougeaient. C'était comme la tempête. Il y a des arbres qui tombaient, tout bougeait. Et puis, tout d'un coup, tout devient tranquille. Et DMG, quand je soulève ma tête, c'est comme je suis dans mon songe, mais quand je soulève ma tête, je vois que tout le ciel, c'est Jésus.
C'est Jésus. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, je vois, c'est le visage de Jésus. Ça fait des années, mais à chaque fois que j'explique cette histoire, je suis tellement touchée. J'ai la chair de poule. C'était Jésus, je sentais les boucles, je voyais ses cheveux. Je ne sais pas comment vous expliquer comment son visage est, mais franchement, j'ai vu Jésus dans le ciel. Tout le ciel, c'était son image. Et moi, j'étais couchée sur les lits comme les grains de riz là. J'étais comme petit grain de riz qui était couché sur les lits. Et son visage était juste à côté de moi comme ça. Et il me dit, ma fille, j'ai toujours été avec toi. Que la paix soit avec toi. J'ai toujours été là et je serai toujours avec toi. Tu peux aller à Divo, je t'accompagnerai, je serai avec toi car cet homme vient de moi. DMG, quand j'ai fini de faire ce songe-là, je me lève, je me réveille. J'avais une joie au cœur, j'ai dit merci Jésus d'avoir confirmé que cet homme vient de toi. Et du coup, comment on appelle, même quand je me réveille DMG, je vois que dans la maison, il y avait encore ce fond-là. Et les rideaux qui bougeaient, même il y avait des verres en bas du rideau parce qu'il y avait une petite table où on mettait l'eau dessus, souvent en bas du rideau. Même il y a un verre qui était tombé, c'était cassé. C'est comme si dans mon son, le vent qui soufflait là, ça continuait de souffler dans la maison. J'avais même peur, j'avais la chair de poule. Je suis encore retournée dans la salle de bain. J'ai prié le nom de Jésus pour lui dire merci pour ceci. Le matin, j'appelle ma petite soeur. Je dis on doit partir à Divo car le Seigneur m'a dit qu'on doit partir. Et DMG, c'est là qu'on va prendre la route le jeudi soir. Avant de partir, je dis à mon ex-mari que chérie, je dois faire un voyage. Genre, je mange, je dis pas réellement, vu que c'est un musulman, je ne peux pas dire que je m'en vais voir un homme de Dieu. Et quand je lui dis, il me dit, ma chérie, moi et toi-même, on est dans la maison ici, là, franchement, on n'est pas dans quelque chose, hein. Tu peux voyager, tu peux partir où tu veux. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Franchement, tu n'as même pas besoin de me dire ce que tu fais. J'ai dit, Seigneur, c'est un moment de crise, ça va passer. Donc, du coup, on va le jeudi. On dort là-bas jeudi. Le vendredi déjà, il y avait le culte à l'église. Donc, du coup, on était là et dès qu'on arrive, paf, c'est la délivrance de ma sœur qu'on fait. Et comme elle a dit, les sorciers sont assis à part. Tout ce qu'elle dit là dans ces histoires, franchement, c'est pareil. Donc, du coup, quand on rentre dans l'église, franchement, moi, j'étais tellement émerveillée de vivre ça maintenant. C'était juste devant moi comme ça. Et on rentre dans l'église et quand l'homme de Dieu arrive vers ma soeur, c'est la délivrance de ma soeur qu'il fait. Un jour, je vous expliquerai aussi cette histoire de la délivrance de ma soeur et cette délivrance qu'il fait. Nous, on était déjà au courant de cette histoire, mais il passait comme ça dans la foule et quand il arrive vers ma soeur, il s'arrête, il commence à parler et il prie sur ma soeur, elle tombe. Et quand il finit de prier sur elle, moi, je me concentrais dans la prière. J'ai dit, il va me toucher, je vais tomber. Et il ne me touche pas, même. J'ai dit, il ne tombe pas. J'étais dessus comme ça. Et parce qu'avant, je pensais que quand on te touche, que tu tombes, c'est que c'est ça même que Dieu même t'a touché. Mais après, j'ai vu que c'était pas ça. Donc, du coup, et après, parce que quand on arrive à Divo, j'appelle l'homme de Dieu pour lui dire, papa, on était là quand on quittait, je l'avais dit. Donc, après le culte, et l'homme de Dieu va envoyer les gens dans la cour de l'église pour nous chercher parce qu'il y avait le restaurant dedans, tout et tout. Et on va partir manger. Pendant qu'on était en train de manger, il y avait du monde, mais on a vu qu'il y a des gens qui demandaient 2 filles qui étaient à Abidjan, tout et tout. Après, on va savoir que c'était nous. Vous savez, les hommes de Dieu, quand ils te convertissent, ils adorent ça parce qu'ils voyaient qu'on était musulmans et on était sur le point de se convertir. Donc, du coup, que ce soit du côté des musulmans ou des chrétiens, en tout cas, les hommes de Dieu adorent ça. Donc, du coup, on va partir vers lui quand il va nous voir, il va nous serrer contre lui. Vraiment, un père qui serrait ses enfants, il était content de nous voir. Et dès qu'il nous voit automatiquement, vu qu'il venait de délivrer ma soeur, et il commence à parler avec ma soeur, de lui dire comment elle doit marcher maintenant, vu qu'elle a été délivrée, tout et tout. Moi, j'étais assise là tristement, et puis ma soeur me regarde, elle dit, papa, en réalité, nous sommes venus à cause de ma grande soeur, parce qu'elle avait des questions à vous poser. Il dit, oui, ta grande soeur, au fait, elle est dans une vie qui n'est pas sa vie. Voilà, l'homme avec lequel elle est. On lui a rien dit, hein. Il dit, l'homme avec lequel elle est, c'est un monsieur. C'est pas de la sorcellerie, hein, parce que les destinées là, c'est pas fait pour être ensemble. Comme c'est pas fait pour être ensemble,
ils sont arrivés à un moment où les chemins doivent se séparer. Donc, du coup, elle a son mari que le Seigneur a mis sur son chemin et lui, il a la femme que le Seigneur a mis sur son chemin. Les deux ont deux grandes étoiles. Et dès que les unions là, dès qu'ils se sont vus, au fait, ça les a attirés l'un vers l'autre, mais c'était pas pour qu'ils se marient. Sinon, c'est quelqu'un de bien. Elle aussi, elle est très bien, mais ils n'ont pas la même destinée. Elle a un homme qui va l'épouser qui est chrétien et lui aussi, il a une femme qui va épouser qui est dans sa religion. Chacun, ils n'ont pas la même destinée et c'est le moment de leur séparation qui est arrivé. C'est pas de la sorcellerie. Donc, ma fille, c'était pour te dire que si c'est cette question-là tu voulais me poser, le Seigneur me dit de te dire, même si parce que ton mari est musulman, la femme qui est destinée à lui, malgré qu'il t'a comme femme, il va l'épouser aussi. Et même dans votre vieillesse, toi, il va te laisser parce que tu n'es pas sa femme et tu auras raté l'homme de ta destinée. Quand il a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais papa, ça fait 10 ans que je suis dans cette histoire. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner des jeûnes et prières pour que ça puisse passer? Il dit, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur me dit. J'ai dit, ok. Il me dit, vous allez vous retourner quand? On dit après la veille. Il dit, non, restez jusqu'à dimanche parce que je vais faire une prière pour toi avant que tu rentres sur Abidjan. J'ai dit, ok, papa. Donc, dans ça, on va faire jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, on va faire le culte encore. Chaque jour, on était à l'église. Le dimanche, quand on finit le culte, avant de partir, on va voir l'homme de Dieu. Et cette fois-ci, il va me dire, mets-toi en genoux. Je me mets en genoux. Parce qu'avant de partir, il me dit d'acheter mon huile d'olive, de partir avec. Et là, je vais me mettre en genoux. Quand je me mets en genoux, je vais m'incliner et il va me dire de commencer à prier. Et lui-même, il va commencer à prier. Quand il va finir de prier, il va ouvrir l'huile d'olive là et puis il va verser sur ma tête. Quand il va finir de verser sur ma tête, il va me dire, ma fille, ce soir, si cet homme est ton mari, vous allez dormir sur le même lit. Si ce n'est pas ton mari, le Seigneur n'acceptera pas encore que vous puissiez dormir sur le même lit parce que parmi entre vous deux, chacun d'entre vous deux a sa destinée et que chacun suit sa destinée. Donc, on rentre et avant de rentrer, ma petite soeur qui vivait avec moi, je l'appelle pour lui dire j'arrive. Et elle va informer mon ex-mari pour dire que j'arrivais. Lui, il va remettre de l'argent déjà pour qu'on fasse des courses, pour préparer, pour organiser une petite fête parce que je revenais. Pourtant, quand j'étais là-bas, il ne m'avait jamais appelé. Moi aussi, je ne l'avais pas appelé. Donc, du coup, et il va aller au resto encore me prendre de la nourriture puisque j'aime bien manger, même si je ne grossis pas. Il va m'acheter des boissons au supermarché. Il va organiser une petite fête à mon honneur parce que je rentre à la maison. Et ma soeur m'appelle. Elle me dit, tu sais quoi? Ta prière que tu allais faire, le Seigneur est exaucé parce que ton mari est en train d'organiser une petite fête ici pour toi. Et parce que tu n'étais pas là ces temps-ci. Et franchement, tu le vois en train de bouger. Vraiment, le Seigneur est avec toi. Ma soeur m'a dit, je t'ai dit non. Parce que quand on est quitté là-bas, quand je pleurais, ma petite soeur m'a dit, mon cher, souvent les hommes de Dieu là, mais ils ne voient pas bien. Peut-être tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Et quand je vais lui dire que voici ce que notre soeur qui est restée derrière moi là a dit, elle va me dire, je t'ai dit non. S'il ne t'aimait pas là, il n'allait pas faire tout ça là. Donc là, mon cher, si le Seigneur a accepté ta prière, c'est tout. Ce qui est sur allons. Et on arrive, il y avait une petite fête. Quand il me voit, il saute sur moi, il me fait la bise. Il était content de me voir tout et tout. Et moi, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit ça là, je suis sûre que l'homme de Dieu s'est trompé. Et donc, on va manger, on boit. Ma soeur qui m'avait accompagnée à Divo, là, elle vivait avec notre grand frère. Donc, du coup, on va même aller, il va aller la déposer, moi et lui, chez notre frère, tout ça, avant de revenir à la maison. Mais dès qu'on arrive à la maison, le gars change. Quelque chose ne va pas. Il rentre dans la chambre, il sort, il va au balcon, il sort, il rentre. Genre, il était un peu perturbé façon. Et puis tout d'un coup, moi, quand je le voyais, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je rentre dans la chambre, je prends ma Bible encore, je vais dans la salle de bain, je prie et je commence à prier tout et tout. Et pendant que je priais, j'entends quelqu'un qui toque la porte. Et la personne toquait la porte. Je pensais que c'était lui. Et quand j'ouvre, c'est ma petite sœur, je vois tout effrayé. Elle me dit, Aïe, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton mari? J'ai dit, comment? Elle dit, mais il vient de partir de la maison et il m'a dit de fermer le portail. J'ai dit, comment?
Elle dit, ah, j'ai dit, il a pris des bagages. Elle dit, non, il n'a pas pris des bagages, mais il m'a dit de fermer le portail qui s'en va. J'ai dit, en même temps, j'ai dit, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Ma soeur me dit, aïe. J'ai dit, ton mari s'en va et toi, tu me dis, merci Jésus, je ne comprends pas. Tu ne penses pas qu'on doit courir derrière lui? J'ai dit, mais il est véhiculé, on court derrière lui comment? Il t'a dit de fermer le portail. Elle dit, oui. J'ai dit, tu as bien fermé le portail. Elle dit, oui. J'ai dit, va te coucher, il n'y a pas de problème. Elle me regardait, je sais qu'elle va se dire, celle-là, est-ce qu'elle est normale? Mais en fait, je venais de comprendre que ce que l'homme de Dieu avait dit venait de se réaliser. Donc, j'ai pris toute la nuit DMG. J'ai pris toute la nuit, mais quand je sors de la salle de bain, pour que demain, quand ils vont me demander explication, je puisse expliquer aux parents. Parce qu'ils vont me demander quand il est parti, tu as fait quoi? Donc, du coup, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, chérie, tu es où? Je ne te vois pas dans la maison. Il me dit, chérie, je suis partie. J'ai dit, ok, et pourquoi tu es partie? Il me dit, je suis partie parce que ce mariage dont on est dedans là, moi, je ne supporte plus. Franchement, je ne ressens plus rien pour toi. Donc, du coup, j'ai tout fait pour que tu partes. Tu es toujours resté là. Je ne sais pas quel courage qui t'anime. Mais vraiment, je suis fatiguée. Moi-même, je suis partie de la maison. Je dis, mais pourquoi? Mais au moins, là, tu pouvais me faire asseoir pour me parler. Si on a quelque chose à se dire, ça fait des jours que je n'étais pas là. Je suis rentrée. Si tu as quelque chose à me dire, tu me dis. Mais tu ne pars pas de la maison comme ça. Dis-moi où tu te trouves. Moi-même, je viens te trouver pour qu'on échange. Même si on ne revient pas ensemble, mais il faut qu'on parle. Il me dit non, je suis désolée. Tant que tu seras dans cette maison, moi, je ne reviendrai pas. Je ne pleure pas, hein. Là, je ne pleure plus. Je n'ai même plus la force de pleurer. Je ne fais que dire merci au Seigneur pour sa grâce. Je vais prier toute la nuit jusqu'au matin. Je vais commencer à m'endormir vers 5 heures. Quand je vais m'endormir vers 5 heures, et DMG, aux environs de... Désolée, ma voix se casse. Ma voix commence à se casser. Donc, du coup, aux environs de 5 heures, je m'endors. Mais le monsieur, quand il est parti, à 6 heures déjà, il était déjà revenu à la maison. Quand il partait, il était minimum à 6 heures. Il était là. Et chose bizarre, DMG, il n'arrive pas à rentrer dans la chambre. Il est resté bras croisés derrière la porte de la chambre. Il a arrêté là comme quelqu'un qui n'est pas normal. Mais il n'arrive pas à franchir la porte, même ouvrir la porte comme ça pour rentrer. DMG, il n'arrivait pas. Donc, il est derrière. Donc, sa nièce était là et moi aussi, ma petite soeur était dans la maison. Donc, les deux étaient au balcon en train de le regarder, ne comprenaient rien. Elles sont venues lui demander, tonton, tu veux qu'on la réveille ou bien à quelque chose? Il dit, non, non, je vais l'attendre ici. Mais le monsieur n'a pas pu rentrer dans cette maison, dans la chambre. Donc, moi, j'étais dans la chambre et puis, arrivant à un moment, je sors. Et quand je sors, à ma grande surprise, je le vois bras croisés. Il est arrêté derrière la porte de notre chambre. J'ai même pas eu le temps de lui parler. Il court vite, vite, il rentre, il prend quelques affaires, il court comme si on le poursuit, il sort en partant. Et du coup, quand il part, il appelle mes parents pour leur dire qu'ils n'ont qu'à venir me chercher ou bien ils n'ont qu'à me dire de partir. Mais tant que je serai dans la maison, il ne reviendra pas. On lui demande, mais t'as fait quoi? Il dit rien. Mais moi, je ne peux plus être dans la même maison qu'elle, c'est tout. Et mes parents vont m'appeler pour me dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Vu que moi, je n'expliquais jamais rien, je me dis c'est des crises de foyer et après tout va se remettre en ordre. Même si ça faisait près de 2 ans qu'on n'avait plus d'intimité. Mais je me disais que les choses allaient finir par rentrer en ordre, que tous les couples traversaient ça. Donc, mais là, ce jour-là, je venais de comprendre que rien ne pouvait contre la volonté de Dieu. Donc, du coup, DMG, je vais le matin, je vais arranger mes affaires. J'avais mon journal intime où j'écrivais tout. Chaque jour, quand je pleurais, j'écrivais. Et tout ce qui me faisait, je notais. Donc, avant de partir, je vais lui remettre ce journal-là. Mais quand même, je sentais qu'il était vraiment en douleur quand je partais. Parce que je l'ai attendu. Hein. Je l'ai attendu quand il est venu. Il pensait que j'étais déjà partie. Et quand il vient, moi je lui dis pourquoi tu appelles mes parents directement. J'ai vécu avec toi pendant 10 ans. S'il y a un souci où tu ne me supportes plus, moi je pensais que c'est à moi, mais tu devais me faire asseoir pour me parler. Mais ce n'était pas à ma famille que tu devais appeler pour que je parte. Et là, il a commencé à pleurer. Il m'a dit non, ne pars pas.
que j'ai mal fait. J'ai dit non, vu que c'est pas à moi que tu t'as adressé, c'est à mes parents que tu as appelé mes parents directement. Je suis obligée de partir. S'il y a quelque chose à faire, tu vas t'adresser directement à ma famille. Mais moi, je savais au fond de moi que c'était fini. Et c'est là que je vais partir DMG. Et quand je vais partir, après ça, je vais encore aller voir l'homme de Dieu plusieurs fois, au moins 3 à 4 fois. C'est juste mon histoire, c'est juste pour vous faire comprendre que Dieu existe. Le Seigneur existe. Quand je vais partir, vraiment, le Seigneur va faire encore beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie que je vais raconter à chaque fois, tout doucement, un peu, parce que j'ai vécu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, du coup, je vous expliquerai. Donc, je ne sais pas. Même je continue toujours à entendre la voix de Jésus. Et c'est lui qui me guide à chaque fois, que ce soit dans mes songes. Souvent, j'ai des petites visions, mais bon, tout n'est pas encore bien clair. Donc, voilà un peu. Donc, je vais vous faire comprendre que, arrivé à un moment, si tu pries Dieu sincèrement de tout ton cœur, que tu es dans quelque chose qui n'avance pas, tu es dans une histoire qui n'avance pas, peut-être que c'est pas un truc de ta destinée. Voilà, je sais pas quel titre chacun va donner à cette histoire, mais vraiment, c'était pas pour parler de ni comme une histoire d'amour, mais c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est au moins, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer. Parce que moi-même, depuis toute petite, à partir de 13 ans, j'ai remarqué que quand je dormais déjà, je chantais dans une langue inconnue. Maintenant, ça ne m'arrive plus, mais quand j'étais petite, je chantais dans une langue inconnue. Tout le monde m'attend, on me disait que mais tu chantes les soirs dans une langue inconnue. Je ne comprends pas, c'est pas dans la langue maternelle, ni dans la langue paternelle, ni en français. Mais en même temps, tu chantes. On ne sait pas dans quelle langue, mais c'est des adorations que tu fais pendant que tu dors. C'est un jour quand je suis partie en congé chez mon oncle, c'est lui qui va me filmer pendant que je faisais des adorations dans mon sommeil la nuit. Je n'ai jamais compris ça. C'est quand j'ai vu la vidéo, je ne sais pas. Souvent, je tapais même mes mains doucement, comme si je tapais entre mes paumes et je chantais les chansons d'adoration où je disais le nom de Jésus, mais qui n'étaient pas ni en français, ni dans ma langue maternelle, ni ma langue paternelle, ni les langues que je comprenais. Donc voilà, c'est pour vous dire que le Seigneur existe et de prier sincèrement de tous vos cœurs. Parce que Dieu a toujours été avec nous, il est avec nous. Priez de tous vos cœurs. Dieu ne nous abandonne pas. Quelle que soit dans la religion où vous êtes, priez avec foi. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. Moi, je suis une preuve vivante. J'ai des songes, j'ai des petites visions et je parle souvent avec le Seigneur. Il y a des moments où je vais vous expliquer des petits trucs comme ça, mais voilà, donc c'est d'avoir la foi. En tout cas, que la main du Seigneur soit sur vous. C'est encore une des histoires de la petite lumière de l'Éternel. Que la main du Seigneur soit sur vous. Restez toujours en prière, quel que soit le problème, quels que soient les soucis que vous traversez. N'oubliez pas que le Seigneur est toujours avec nous. Merci. Bon, je vais essayer de dormir un peu. Donc vraiment, en tout cas, passez une bonne journée et que la main du Seigneur soit sur nous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir à la communauté, la famille, comment vous allez? Ce soir, je vais raconter une histoire, moi-même mon vécu. Avant, quand j'étais jeune, j'avais raconté un gars. Le gars là, était un jeune homme. Il était joli, joli garçon. En tout cas, on s'est raconté dans mes balades à Abidjan là. Vous savez, quand tu es jeune fille, tu es orpheline, bon, tu es livrée à toi-même, hein. Voilà, et c'est comme ça que dans mes balades nocturnes, j'ai raconté un gars. Le gars là, il était joli, joli garçon. Puis il avait l'argent, il s'habillait bien. Donc, il était fond du gars là même. Mais lui, il venait tout le temps me voir. Il ne m'a jamais montré sa maison. Le gars, il venait tout le temps me voir. Il m'invite, on va manger, tout et tout. Mais bizarrement aussi, il n'a jamais demandé aussi à coucher avec moi. Je lui ai dit, mais toi, mais tu habites où même? C'était jeune, bon, je ne pensais pas aussi qu'il était marié aussi, parce qu'il était jeune. Jeune garçon, dans une belle voiture.
tout et tout. On roulait dans Abidjan, là. On partait dans les grands coins. Quand on finit, on allait faire nos balades, là. Me donne l'argent. 100 000, 50 000. Tout ça, là. J'étais très contente. Et comme ça, un jour, il dit, bon, je vais vous montrer ma maison de famille. J'étais à Yopougon. Sa famille était à Yopougon. Et lui-même il m'a dit qu'il habitait en Hongrie. Il m'a dit sa famille à Yopougon. Yopougon Selmé. C'est un quartier de Yopougon. J'ai dit ok. Donc, il m'a dit bon, on va se raconter chez mes parents. Il m'a donné un rendez-vous le jour là. J'ai dit bon d'accord. Je vais partir là-bas avec ma copine. On va partir voir. Et quand on est parti là-bas, le jour là, même c'était, je me rappelle très bien, même quand c'était hier. C'était matin vers 11h comme ça. J'étais partie avec ma copine là-bas. Puis quand je suis partie là-bas, j'ai vu Bâche. Avec Bâche, les gens étaient assis encore sous la bâche là. Bon, il n'y avait pas du monde, assez de monde, mais il y avait quand même quelques personnes qui étaient assises. Donc, on est rentré. On est parti saluer la famille, tout et tout. On s'est assis. On a appelé quelqu'un. Ah, on est venu voir quelqu'un. Je vais lui donner le nom de Abou. On est venu voir quelqu'un. Un de nos amis nous a dit que de venir ici, on va se croiser ici. Donc, on est venu, il n'est pas encore arrivé. On dit c'est qui Abou? Abou, vous parlez de quel Abou? On a appelé sa maman. Elle dit ah, venez, maman vient voir ce que les jeunes filles sont en train de raconter. Elle est venue voir Abou. La femme dit quel Abou? Il ne sait pas de quel Abou vous parlez. Sinon, moi j'ai un fils qui s'appelait Abou. On entendait déjà le mot qui s'appelait au passé déjà, des tickets, qui s'appelait, elle dit oui, mon fils s'appelait Abou. Mon fils, elle est décédé, décédé accidentellement. Que vous voyez la bâche, nous sommes assis là. On a fait l'enterrement le week-end là. Donc, on n'a même pas encore levé la bâche là même. Parce que les parents qui sont quittés au village, j'ai venu voir Abou, la femme là, commençait à pleurer devant nous, nous-mêmes là. Il dit, j'avais la chair du pouls, je tremblais comme ça. Abou est décédé. Hein? Je ne croyais pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui m'a dit même que il va venir, on va se croiser en famille vers midi. Vous me dites qu'Abou est décédé. Non, c'est pas vrai. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pleurer. Je ne sais même pas quel son va quitter de ma bouche. Et c'est comme ça. Quelqu'un est parti prendre une photo. Parce que la femme était inconsciente. Quelqu'un est parti prendre une photo. Venir montrer. Est-ce que c'est celui-là? On dit oui, c'est Abou. Et là même, on est parti à la maison. On pour se lever même là. On ne savait pas comment on a fait pour se lever. Et arrivé là, je suis tombée malade. Par lui, j'ai eu là. J'ai dit, mais si je couchais avec le gars là, qu'est-ce que j'allais devenir? Peut-être même que je ne serais plus de ce monde. Donc, vraiment, c'est conséquences aussi de sortir nocturne aussi là. Les conséquences aussi. Donc, vraiment, partager, liker. Et puis, dans les commentaires, merci à la famille, merci DMG pour le concept, pour ce que tu fais pour nous. Ça nous permet de vraiment prendre conscience face à certaines situations. Puis merci beaucoup. C'est pour vous dire que le dehors est dangereux. Le dehors là, faites très attention les filles. Faites très attention les filles. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Abou, c'était un bel homme, joli garçon. Vraiment, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire qui a été racontée par une jeune africaine de la diaspora. Un jour, la jeune dame voit apparaître sur son téléphone un numéro qui l'avait choqué. Elle ne s'attendait pas à ce que ce numéro-là apparaisse sur son téléphone. En tout cas, bon, pas dans cette vie-ci, peut-être dans une autre vie. C'était comme ça son beau-frère, le mari de sa petite sœur.
Le gars, quand il répond à l'appel, le gars lui dit qu'ils sont dans le pays dans lequel elle était actuellement. Ils sont arrivés là parce que sa petite soeur ne se sentait pas très bien et ils étaient internés dans un hôpital. Et il lui demandait si elle pouvait trouver le temps de passer là parce que il était un peu fatigué de la nourriture de l'hôpital qu'on vendait là et il voulait aussi sortir prendre un peu d'air. Le gars était un style un peu... Bon, il avait toujours été arrogant, donc ça, c'était même pas une surprise. En tout cas, bon, il lui dit ça. Donc la fille, alors, elle entend ça. Elle ferme le téléphone. La famille, en fait, elle était surprise que ce gars-là l'appelle. Ça fait des années de cela qu'il ne parlait pas, depuis qu'il avait épousé sa petite sœur. Quand le gars avait commencé à draguer sa petite sœur, la fille avait attiré l'attention de ses parents. Que non, le gars-là, elle ne sent pas bien. Non seulement il y avait des rumeurs, il y avait toujours eu des rumeurs pas possibles sur ce gars-là et même sa famille, mais sur ce gars et son entourage, ses amis. Vous connaissez les genres de rumeurs que les gars sont trempés dans des choses pas possibles, ils appartiennent à des loges pas possibles. Oh, il y a des filles quand elles sortent avec lui, leur lumière ne brille plus. Oh, il y a l'un de ses amis, il était avec une fille et apparemment il y a une histoire de son truc était plutôt le serpent, ce n'était pas normal. Donc, ce genre d'histoire-là. La fille essaie d'attirer l'attention des parents, mais les parents, bon, gars, eux, ils savaient que les problèmes sont finis dans leur famille. Est-ce qu'il écoutait? Et ce qui faisait encore plus mal, ce qui avait fait plus mal à cette grande sœur-là, c'est le fait que le gars avait commencé à la draguer. Donc, quand il venait à la maison, il passait un peu là, tu vois, un doigt se baladait un peu plus longtemps sur son dos, quand il voulait lui faire la bise, les trucs comme ça. Donc, il lui faisait les appels de balle que la fille refusait. Mais elle avait déjà entendu dire tellement de choses. Donc, elle était tellement froide avec lui. Et les parents, bien sûr, n'étaient pas d'accord. Oh, c'est quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et tout ça, il disait que, je vous assure, le gars, s'il ne le laissait pas avec ma petite, n'acceptait pas le gars dans la maison-ci. Déjà qu'eux, ils étaient quand même bien. Elle se débrouillait. Elle était une fille qui se débrouillait. Sa petite sœur aussi. Donc, ils n'avaient pas besoin de... Ils étaient bien. Ils étaient bien mangés 3 fois par jour. Ils vivaient bien normalement. Si quelqu'un tombait malade, on ne réfléchissait pas trop. Ils s'en sortaient. Mais vous connaissez comment ça se passe. Le gars a un nom aussi. Il a un nom. Non seulement ils ont les dos, ils sont grands dans le pays là, mais il a aussi un nom. La famille ne voulait pas laisser... Bon, les parents ne voulaient pas laisser passer cette occasion-là. Mais un jour, pendant qu'elle est à la discothèque, elle avait une lampe. Elle dit qu'en fait, elle n'est pas sûre, mais elle a l'impression que le gars là, la faisait aussi suivre. Ou bien peut-être il avait des gens un peu partout qui lui disaient quand elle apparaissait quelque part. Parce que c'est pas normal qu'elle entrait dans un magasin, après là, elle est avec sa poussette et puis subitement, le gars apparaît. C'est des rencontres trop bizarres là. Un jour, elle va en discothèque avec ses copines. C'est comme ça que le gars avait finalement coincé au niveau des toilettes et il avait essayé de l'embrasser. Elle rentre à la maison, elle dit ça à la famille. Donc, cette fois-là, elle avait dit que non, vous allez dire ce que vous voulez, mais elle leur a dit ce jour-là que non, voilà, il essaie de me draguer, il m'envoie les cadeaux, il fait ceci, il fait cela, regarde même les dépôts, les machins. Non, c'est quoi, tu es trop comme ça? Tu es jalouse de ta soeur? Où est le problème si elle se marie avant toi? Est-ce qu'il t'a empêché de te marier? Pourquoi tu veux absolument gâter le bonheur qui va entrer dans la famille? Même s'il te fait les dépôts, mais c'est parce qu'il fait ça avec tout le monde. Le gars, il est très généreux. Même à nous, il nous fait les dépôts, on ne lui demande pas. Il te fait aussi, où est le problème? Et c'est qu'il est en train de te draguer. Donc, on a retourné la situation contre elle à un niveau pas possible. Elle, entre-temps, en tout cas, elle faisait, il y a ses pépins, elle faisait les trucs visa là, je vais pas, les trucs visa là. Elle a eu ça. Les gars, quand la famille acceptait que sa petite soeur se marie, elle était aussi là au mariage comme ça, elle regardait ça tout le monde parce qu'elle n'avait pas son mot à dire en tout cas. Ils se sont mariés. Maintenant, quand elle part, alors, elle avait encore fait une année comme ça, après qu'elle ait reçu son visa là. Finalement, elle est partie dans le pays où elle est partie. C'est comme ça que les problèmes, chaque fois, elle entend, oh, en une année, plus de 3 fausses couches. Ah! Et les scandales, toujours, les noms, les trucs bizarres. Le gars a fait ceci, j'ai pas envie d'être trop clair. Le gars a fait ceci, le gars a fait cela. Oh, ses amis. Oh, on a attrapé un à tel endroit dans une. Il était avec une fille à l'université. Oh, les trucs bizarres comme ça. Voilà maintenant qu'il l'appelle. Elle arrive alors à l'hôpital. Elle dit que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a ouvert la porte. La famille, elle dit qu'elle n'a pas reconnu sa petite soeur. La fille qui était pleine, la brune, la bien portante, pleine de vie. Elle voit assise sur les lits de l'hôpital, dans une belle chambre, bien sûr, parce que les gars ont les dos, un squelette noir, sans vitalité.
avec un gros ventre d'une femme enceinte d'au moins 6 enfants. Elle dit, elle a regardé sa petite soeur. Elle ne sait même pas à quel moment les larmes coulaient. Elle a seulement senti les larmes qui coulaient. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? Tu souffres de quoi? Parce qu'au téléphone, quand le gars a parlé, c'est comme si elle avait un petit truc, un truc de rien du tout. Ils sont juste venus là, bon, en se baladant, ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Non! L'être qu'elle voyait assise sur le lit, là, ne pouvait pas être sa sœur. Quand finalement, elle demande, oh, sa soeur là, ah non, non, ça va aller. Au pays, on n'arrivait pas à trouver de quoi je souffrais. On nous a mangé l'argent n'importe comment. Mais ici, au moins, ils ont finalement trouvé, ça va aller. On va m'opérer et puis je vais faire rééducation et tout ça. Tout va bien aller. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas t'inquiéter. Tout ira bien. La fille a dit qu'elle regardait. Elle dit que quand elle pleurait, elle ne savait pas est-ce qu'elle est en train de pleurer déjà. Elle est en train de faire le deuil de sa soeur. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, quand elle réussit à sortir de là, donc après avoir un peu causé avec sa soeur, là, elle est sortie de là. Elle a vu le médecin par derrière. Mais le médecin ne pouvait rien lui dire. Il lui a dit que désolé, ce n'est qu'au mari, ou bien si le mari me donne l'autorisation. Mais bon, nous avons essayé de leur expliquer ce qui a expliqué tout ça. Elle dit que non, parce qu'ils m'ont dit qu'on allait l'opérer. Je veux savoir quand on va l'opérer pour que je puisse prendre libre à l'hôpital et je vienne assister aussi. Moi aussi, je suis dans un hôpital là, mais je vais venir ce jour-là pour assister, pour être aussi garde malade le soir, un truc comme ça. Le médecin dit pardon, non, on ne va pas l'opérer. Il dit non, il m'a dit là quand vous allez l'opérer. Il dit que non, on leur a bien expliqué qu'ils sont venus trop tard. Ils sont en train de nous proposer de l'argent, il faut qu'on fasse tout pour opérer, on ne peut pas rentrer comme ça. Nous ne pouvons pas l'opérer, madame, nous sommes désolés, ils sont venus trop tard. Ça a déjà métastasé, tous ses organes sont attaqués. Nous ne pouvons rien faire, madame. Tout ce que nous pouvons lui donner, ce sont prescrire les morphines. Il faut qu'ils en achètent parce qu'ils ont dit qu'apparemment, ce n'est pas facile dans votre pays de s'en procurer. On va juste lui donner les machins, les passes pour pouvoir amener ça dans votre pays. Et on lui a conseillé de rentrer en famille, qu'elle puisse être entourée d'amour pendant ces derniers jours. C'est ce qu'on lui a dit. On ne va pas l'opérer, madame. La fille dit qu'elle n'est même plus remontée dans la chambre. Elle est rentrée. Elle dit qu'elle est arrivée dans son appartement. Elle a pleuré sa vie. Elle a pleuré les conseils, toutes les paroles qu'on lui avait jetées quand elle disait que ne faites pas ça, vous n'entendez pas, ne faites pas ça, qu'elle ne se marie pas avec celui-là. Elle a pleuré les gros yeux de ses parents qui n'ont maintenant au pays, on sait que ce sont les beaux-parents de tel. Ils sont entrés dans la famille de tel, les machins. La famille. Une semaine plus tard, la jeune femme a décédé, c'est son cadavre, c'est son cercueil zingué qui est arrivé. Donc, les médecins se battaient pour essayer de la remonter un peu pour qu'elle puisse voyager normalement en avion. La jeune dame est décédée, c'est son cercueil zingué qui est rentré. La famille enterrait la fille, on ne savait même pas très bien ce qui se passait. On ne savait pas parce qu'apparemment, les derniers mois qu'elle avait au pays avant de voyager, presque personne ne la voyait, seulement ses parents et quelques personnes qui l'avaient vue. La famille, voilà alors, la fille, elle avait pris des photos. Heureusement qu'elle avait fait des photos discrètement. Voilà alors qu'au pays, elle n'était pas partie pour le truc. Elle a dit que non, si je partais pour l'enterrement, je n'allais pas revenir si vivante parce que j'allais faire un scandale là-bas devant tout le pays. J'allais dire des choses pas possibles. Et c'est sûr que je n'allais pas pouvoir sortir de là vivante. Je ne suis plus partie, je ne suis pas partie. Parce que vous savez que dans la famille, il y a toujours une personne, même quand il y a des problèmes et que peut-être une partie de la famille ne te parle plus, tu as toujours une personne personnelle là qui passe par derrière pour te dire des choses, te donne des renseignements. C'est comme ça qu'on lui avait chuchoté que mamie ne vient pas parce que là où tu es chargé à bloc, là, ne viens pas, s'il te plaît. On ne veut pas enterrer 2 personnes ici. Toi, tu ne viens pas. Elle n'était pas venue. Ça a créé des problèmes. Oh, quel genre de cœur est-ce qu'elle a? Comment elle ne vient même pas? Oui, vous aviez les problèmes. Mais au moins, pour l'enterrement, tu ne viens pas. Quel genre de cœur? Quel genre de personne? On a tout dit. Mais une autre partie de la famille l'appelait pour dire que mamie serre les dents, ne viens pas. Tu viens, c'est ta tête qui va tomber. Là où tu es là, tu viens, c'est ta tête qui va tomber. Elle n'était pas partie.
Et quand les gens de la famille aussi disaient que non, mais il y a eu un problème au village parce qu'à un moment, les vieux du village ont demandé qu'on ouvre le truc. Ils ont dit que jamais, qu'on ouvre le cercueil. Mais on disait que non, quand quelqu'un meurt à l'étranger, on a fait le cercueil zingué, patati patata, on ne peut plus ouvrir. C'est ou bien c'est quoi? C'est la loi. Si vous ouvrez, vous pouvez aller en prison. On a commencé à tourner des histoires pas possibles là pour empêcher. Parce que les gens, eux, ils disaient qu'ils voulaient faire un rituel là. Et il fallait absolument qu'on ouvre parce qu'ils voulaient voir son corps, ils voulaient faire le rituel sur son corps. Finalement, on a enterré la fille comme ça. Elle est partie comme ça. Njor, la famille. La fille est partie. Njor, on l'a enterrée, ni vu ni connu. On a juste raconté une histoire à côté, patata, on a fermé. Fini. Heureusement que la grande savait faire des photos discrètement. Elle envoyait les photos à certains, les gens de la famille là, qui a la confiance là, que voyez à quoi elle ressemblait. Elle dit que les gens, elle avait seulement déclenché un deuxième deuil. Les gens criaient, pleuraient, tu dis vrai, c'est elle. Elle dit qu'elle avait fait discrètement, elle a même fait une petite vidéo là où elle montrait le mari et tout ça, parce que les gens n'allaient pas croire que non, ce n'est pas elle qui a filmé quelqu'un d'autre. En tout cas, la famille, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des gens qui n'ont, comment dire, quand tu essaies d'aider quelqu'un, la personne refuse, lave tes mains, tu quittes dessus. C'est mieux. Il ne faut pas aller laisser ta tête dans quelque chose parce que tu veux absolument sauver quelqu'un. Il y a des gens qui ont décidé que c'est comme ça qu'ils vont mourir. Tu les laisses seulement. Tu conseilles. Après, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Ok, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Productions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. J'ai une petite histoire qu'on m'a racontée que j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur ivoirien qui avait des trucs d'Orange Money, les petits trucs comme ça. Il avait passé un concours de fonction publique. Et il avait eu le concours, mais on devait l'affecter. Donc, il priait pour rester à Abidjan, parce que là, il avait déjà ses activités. Ce sera plus facile pour de s'intégrer à l'autre travail à venir. Mais quand tu viens d'intégrer la fonction publique, qu'on veut t'affecter, on t'affecte toujours dans les villages un peu éloignés là. Donc, on avait affecté dans un petit village au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il arrive dans le village, bizarrement, il a dit qu'il a eu froid. Il a eu froid un coup comme ça quand il est arrivé dans le village. Mais on a accompagné le chef du village, bien sûr. Il a fait ce qu'il devait faire. Il est venu prendre son poste pour être enseignant, en fait. Et il allait voir l'école où il devait être. C'était pas aussi waouh, mais on est dans un village. Il a commencé. Et quand il allait à l'école, il a nuit dans sa chambre, quand il dormait, il entendait des bruits de pas devant sa porte. Des bruits de pas devant sa porte. D'abord, même quand il est rentré dans le village, quand il est arrivé en ville, pour aller dans le village, il a pris un moto-taxi. Et puis le moto-taxi a dit, mais tu vas faire quoi dans ce village? Il dit, on l'a affecté là-bas. Le moto-taxi a dit, c'est mieux, il faut te retourner. Ou tu t'en vas, c'est pas bon, il faut te retourner. Il a dit, on m'a déjà affecté dans ce village. Donc, je sais pas, c'est pas moi qui décide, c'est l'État qui m'a affecté. Donc, il me retenir comme on a dit, en tout cas, quand tu t'en vas, il faut faire attention. Et comme ça, il est parti. Et quand il est arrivé, la nuit, il dit, il dormait. Il avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui marchait dans sa chambre. Genre, devant sa porte. Il va regarder, il n'y a personne. Mais qui se couche comme si on tape à la porte. Il va regarder, il n'y a personne. Il ne comprend pas. Et puis, il dormait, c'est comme s'il ressentait une présence dans la chambre. Donc, la nuit, il n'a même pas dormi, mais il a passé son temps à prier. Il s'est levé le matin, il allait à l'école. Quand tu arrives à l'école, tu vois les élèves un peu qui font genre, c'est les patrons de l'école. Mais ce sont les enfants du primaire, mais ils font. Et puis, il m'a dit qu'il y avait des professeurs qui avaient peur de ce genre d'élèves-là. Donc, il a tiqué un peu. Comment ça? Donc, c'est après l'enseignement. Il a su que bien avant lui, il y a 2 maîtres qui étaient déjà arrivés. Donc, on a trouvé décédés dans leur chambre, qui étaient déjà morts dans leur chambre. Et comme ça, il va voir un de ses collègues, mais qui est ressortissant du village. Il a dit, ah, c'est mieux, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. Parce que ce village, c'est un village qui est bizarre. Quand on vient en affecte les gens, c'est rare qu'ils durent, mais soit ils meurent. Quand bien avant toi, il y a 2 qui sont venus, ils sont restés. Donc, c'est mieux, tu vas partir. Mais après ça, il a dit non, que ce sont qu'on appelle les suppositions, non, il va rester. Et la nuit qu'il dormait, il a ressenti une présence bizarre dans sa chambre.
des rires, des trucs bizarres. Sa chambre n'a pas du tout dormi. Il a passé son temps à prier, 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 prier. Et pendant ce temps, dans le village, quand tu viens quelque part, c'est important quand tu vas quelque part de respecter tout le monde. Il ne faut pas te faire un peu trop les m'as-tu vu, c'est moi, non. Et il y avait quelqu'un qui l'avait remarqué, un vieux à qui il avait apporté une aide un peu il y a longtemps, beaucoup il y a longtemps, depuis son arrivée dans le village en fait. Le vieux lui a dit, le village que tu viens d'arriver là, c'est un village, quand tu es venu là, ils sont les génies, mais les quoi, les sépas, ils sont venus te toucher un peu. Ceux qui sont venus te tester un peu. Là, il faut partir. Mais le problème, c'est que où tu es rentré, tu peux plus partir comme ça avec tes bagages. Si tu vas là, c'est pas bon. Tu peux plus partir avec tes bagages. C'est pas du tout bon. Donc, ce qu'on va faire, là, à telle heure, viens chez moi. Et c'est ce que le monsieur a fait. À telle heure, il allait chez le papa au village. Et il est parti chez le papa dans sa case. Et le papa l'a touché avec un truc là. Puis le papa lui a dit, prends ce que tu as le plus important. Si tu prends ton sac, c'est que tu prends ton sac, tu fuis, tu t'en vas en fait. Il a dit qu'il n'a même pas envoyé quelque chose même. Comme on avait fait, il est venu d'abord venir tâter un peu le terrain avant d'envoyer ses affaires. Donc, on il a dit, ok, d'accord, il est rentré, il a pris son portable, son portefeuille. Et puis, comme s'il sortait, il allait faire des courses, quoi. Et c'est comme ça que le monsieur a pris le cas, il est revenu à Abidjan. Quand il est revenu, il a expliqué à ses parents, à sa famille, ils ont lavé tout. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée et que j'ai voulu partager avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Au revoir. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.